merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de recherche thérapeutique en lien avec Covid-19. Ce jour, place à un essai clinique au Togo avec deux personnes ressources. Le professeur agrégé Bato Mayena Bakouma, il est pharmacien phytochimiste, expert en homologation des médicaments. Et le professeur Mounerou Salou, pharmacien microbiologiste. Les deux sont membres de la commission Covid-19. Covid-19, une commission mise en place par l'Université de Lomé pour trouver une réponse phytomédicament contre le coronavirus. Donc, on a donc déblayé le terrain durant la première phase. Pour cette partie, on va s'attaquer à l'essai clinique que vous êtes prêts à lancer. Dans un mois, vous m'aviez dit, les téléspectateurs aussi pourront donc nous contacter, poser les questions à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et notre compte Twitter. Pour cette phase clinique, donc, vous dites, tout est prêt, lancement dans un mois. Professeur Salou. Oui, tout est prêt. Il y a le grand défi qui est celui des moyens financiers. Et si l'argent est disponible aujourd'hui, nous aurons besoin d'un mois, comme nous l'avons dit, pour nous préparer, nous organiser, parce qu'il y a quand même des analyses à faire. Il y a toute la statistique autour pour l'inclusion des patients, puisqu'il s'agit d'un essai clinique de phase 2B, n'est pas un essai proprement dit, mais on va s'arrêter. C'est un essai où on n'a pas de comparateur. Parce qu'habituellement, si vous voulez faire un essai clinique, vous devez avoir une référence, un médicament référent dont on sait qu'il marche très bien, et vous comparez pour voir si le nouveau médicament apporte un plus ou n'apporte rien. Et là, nous allons observer des patients et en fonction de la réponse des patients, certains médicaments peuvent en cours d'essai être retirés et d'autres vont continuer. Alors, de combien avez-vous besoin pour cette phase? Jusqu'à au moins d'un minimum de 50 millions. Un minimum de 50 millions pour commencer. Et comment comptez-vous vous financer, professeur Bakouma? Bon, financer, nous, premièrement, l'université a investi 40 millions sur fonds propres pour que nous puissions faire les premiers essais. Maintenant, pour la phase clinique, pour la phase des essais cliniques, nous avons fait une conférence de presse la dernière fois. C'est un appel lancé à toutes les bonnes volontés qui peuvent bien nous aider à entamer cette nouvelle phase. Voilà, c'est pas ciblé précisément le gouvernement, les partenaires, tous ceux qui peuvent nous aider à démarrer ces essais-là. Et les fonds, le budget, c'est pour faire quoi exactement? Les 50 millions minimum, vous avez parlé de minimum, ça veut dire que ça peut aller au-delà. Ça peut faire quoi dans le cadre de l'essai clinique? Ce sont des médicaments à distribuer, à administrer. Oui. Bon, pourquoi avez-vous besoin de là? Il faut des moyens pour produire les médicaments. Parce qu'il nous faut au minimum de 250 personnes. Et il faut former le personnel qui va gérer ces essais-là. Il faut des moyens logistiques pour mettre en place tout l'arsenal qu'il faut pour bien conduire ces essais. Et quand les candidats seront recrutés sur consentement, éclairé bien sûr, il y a un suivi biologique et médical qui doit se faire au niveau de ces patients-là. Et ce suivi-là nécessite des moyens énormes. Il faut faire des examens biologiques, des examens radiologiques, si besoin. Tout ça, là, ça coûte pour 250 personnes au minimum. Et d'ailleurs, l'argent que nous demandons, c'est juste pour un début. Parce que si on arrive à enrôler 250 personnes, il se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de tirer une conclusion, qu'il faille aller encore plus loin, élargir l'essai avant de
d'avoir une conclusion. Donc, en fait, c'est un minimum que nous demandons pour pouvoir démarrer les essais. Les 250 personnes en question, ce sont des malades du coronavirus ou n'importe qui, professeur Salou? Non, ce sont des malades qui vont être recrutés sur les sites de prise en charge. Pour l'instant, l'essai est limité sur Lomé, sur le centre de prise en charge de CHR Lomé commune et l'hôtel Eda Oba. En réalité, nous parlons de bras. Je vous ai parlé tantôt de 5 médicaments, si vous voulez, candidats. Et donc, par médicament, on aura à faire 50 inclusions de personnes âgées d'au moins 18 ans, puisque la maturité dans notre contexte, c'est 18 ans et plus. Et en ce moment, on pourra, comme l'a dit le professeur Bakoma, procéder au suivi de ces patients-là. Mais 250 personnes, vous risquez de manquer parce qu'actuellement, est-ce que vous avez les 250 personnes non, malades du coronavirus au Togo? Il me semble qu'il y en a moins. Hein? Oui, mais comme on vous l'a dit, cette pandémie commence à être à l'état endémique chez nous, où il faut s'habituer à vivre avec. Et vous le constatez, il y a une relative tendance à la stabilité, mais il y a 1-2 cas. Et je veux être honnête, lorsque nous allons ouvrir les frontières, vous voyez un peu ce que l'épidémie est autour de nous. Il va s'en dire que comme celui-là s'était produit il y a peut-être 1 mois ou 45 jours, lorsqu'au Ghana on a ouvert, on aura des patients, ça il n'y a pas de doute. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la durée de l'essai a été programmée pour 12 semaines au moins pour les inclusions. Alors, ça veut dire que il y aura un groupe de 50 personnes par produit. Par produit. Ça veut dire un groupe qui va suivre le protocole normal. Oui. C'est-à-dire, on va faire des inclusions progressives et c'est tiré au sort. C'est pour cela que la statistique joue. Les spécialistes de la méthodologie, quand un patient est identifié pour faire partie de l'essai, c'est la machine qui nous dira quel est le produit qu'il prend. Et ainsi de suite, de façon progressive. Donc, si le produit X sort aujourd'hui, c'est fait de telle sorte que il y ait une répartition homogène, mais nous ne savons pas, quand un patient est devant nous, qu'est-ce qu'il prend. La machine identifie et il intègre. Et le produit de base de référence que nous utilisons en ce moment va être pris en compte, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et puis on a 4 autres produits pour lesquels, de façon aléatoire, le patient va faire partie d'un des 5 groupes. Combien de temps prendra cette phase d'essai clinique si vous arrivez à la lancer dans 4 semaines selon vos prévisions? Selon les prévisions, si nous avons les moyens et que nous arrivons à démarrer les essais comme prévu d'ici le 1er septembre, les premiers résultats peuvent sortir en avril 2021. C'est ce que nous avons prévu. Si tout marche bien, s'il n'y a pas d'aléa, c'est avril 2021, les premiers résultats. Voilà. On pourrait déjà avoir mi-parcours, peut-être une première analyse début janvier 2021. C'est ce que nous avons communiqué la dernière fois. Parce que je vous vois venir, vous avez dit, si la tendance est d'avoir très peu de cas, est-ce qu'on pourra atteindre les 250 patients? C'est fort de tout cela que nous avons voulu être mesurés dans la programmation. Mais en 2021 déjà, donc est-ce que cette pandémie ne va pas, dans une certaine mesure, ne serait pas en train de partir déjà? Est-ce que votre médicament pourra être utile en ce moment-là? Ça c'est votre souhait. C'est notre souhait. Mais à ce jour, personne de nous ne peut dire. Il y a, même quand vous suivez l'actualité actuellement, il est prévu une deuxième phase. C'est un pays qui avait commencé il y a 6 mois. On a eu quelques cas qui ont été cernés. Pour l'instant, nous serons donner une réponse affirmative à votre question en disant d'ici à janvier, c'est notre souhait, mais on ne peut rien garantir, surtout quand on va ouvrir les frontières. Oui, professeur Bakoma. Oui, c'est notre souhait que d'ici
2021 que la Covid-19 soit derrière nous. Mais il faut préciser également que les médicaments sur lesquels nous travaillons, c'est des médicaments qui ne sont pas destinés directement à tuer le coronavirus. C'est des médicaments qui sont destinés à aider l'organisme, à stimuler le système immunitaire, à éliminer coronavirus. Donc, s'il s'avérait qu'à la fin, que la maladie, en 2021, que la maladie soit derrière nous et que nous arrivions à avoir quelques résultats, cela veut dire que ces médicaments pourront être utilisés dans d'autres maladies virales où le système immunitaire est beaucoup sollicité. Donc, on n'aurait pas perdu s'il y a des résultats. Voilà. À qui appartiendrait le produit pour lequel vous êtes en train de travailler, professeur Salo? Très belle question. Je crois qu'au niveau de l'université, il faut rappeler que le promoteur de l'essai clinique, c'est l'université. Le promoteur de toutes ces activités de recherche par rapport à Covid-19, c'est l'université. Et dans ce cadre-là, l'université établit un partenariat avec les praticiens de la médecine traditionnelle pour éviter toute suspicion. C'est des documents écrits ou dans un contrat bien clair, chaque partie sait ce dans quoi elle s'engage. Donc, ce ne sera pas un produit qui porterait un nom, produit par exemple professeur Bakoma ou... De toute façon, un produit... Qui sera l'auteur? De toute façon, un produit a toujours un nom. Il y aura un nom qui sera... Un nom pour le produit, mais... Oui, un nom pour le produit, mais c'est ce que mon collègue vient d'expliquer. Ce sera une copropriété? En tout cas, tout sera défini dans le partenariat qui sera établi, puisque le cadre est déjà là. Le cadre est déjà là, même s'il n'est pas, s'il doit être en préparation, quand même les premiers jets sont déjà présents. Même au niveau de, comment l'appelle-t-on, lors du dépôt des recettes, il y a eu il y a une fiche d'entente qui a été signée entre nous et puis les dépositaires du médicament. Voilà, ça, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Maintenant, après, s'il s'avérait que son produit donne des résultats, donc il y aura donc un cadre vraiment bien défini, bien élargi de partenariat, gagnant-gagnant de toute façon. Lui ne sera pas perdant, qui va définir la commercialisation, la mise sur le marché du médicament et la production. Tout sera bien clair. Oui. Il n'y aura pas de perdant. Oui. De toutes les façons, puisqu'il s'agit d'un business, puisque le produit sera commercialisé ensuite, pourquoi ne pas réfléchir en termes d'un partenariat, d'un appel de fonds pour constituer une société, pour que des gens investissent? Mais bon, puisque vous faites appel de fonds, ça veut dire que c'est de l'argent gratuit. Tout ça pourra suivre après. Il y a tellement d'étapes pour la mise sur le marché d'un médicament. Nous sommes en train de discuter aujourd'hui de telle propriété. Mais il y a la notion de brevet. Brevet aussi. Il y a un certain nombre d'éléments. Et je peux vous rassurer qu'au sein de l'université, toutes ces questions sont débattues au niveau de la présidence de l'université. Donc, vous disiez qu'il y a encore beaucoup d'autres étapes à franchir avant la mise sur le marché du produit. Donc, après la phase clinique, qu'est-ce qui va se passer? Après la phase clinique, si nous sommes d'accord qu'un médicament ou deux se dégagent, alors il va falloir faire tout le volet administratif pour que ce médicament ait une autorisation de mise sur le marché togolais et que, en ce moment, la production se fasse et que la dernière étape, qui est la phase 4, qui est la pharmacovigilance, soit mise en œuvre aussi. Parce qu'après, quand le médicament va être produit à grande échelle libre, Monsieur Gilles, moi, nous pouvons aller dans une officine et l'acheter. Il faut qu'on suive le médicament. Est-ce que vous êtes autorisé à modifier la constitution du médicament en question? Avant les résultats, non. Peut-être après les résultats, par rapport à ce qui s'est passé au cours des travaux,
il peut y arriver qu'on trouve quelque chose d'intéressant à modifier dans un sens ou dans l'autre pour l'efficacité thérapeutique. Ça, c'est possible, mais pas avant les résultats. Modifier, c'est-à-dire associer, par exemple, les 3 produits, moi je dis peut-être n'importe quoi, hein, ou introduire d'autres éléments, l'améliorer. Est-ce que vous avez cette possibilité? Après, mais pas avant. Pas Il a avant. dit pas avant. Non. Si je dis n'importe quoi, on se retrouve sur un problème de tolérance ou de goût. De goût. Ou s'il faut modifier le Modifier goût, on sait modifier le goût. Mais pour l'instant, les produits sont utilisés tels quels que proposés par les praticiens de la médecine traditionnelle. Je pose la question dans l'éventualité d'associer les différents produits que vous avez. Parce que les 3, forcément, il me semble, n'ont pas les mêmes principes. Et si vous devez associer, ça donnera quelque chose de nouveau qu'il faut évaluer autrement. Il faut retourner encore à il faut dire les choses clairement. Puisque vous avez évalué la toxicité de ces différents produits, si vous les associez, est-ce qu'un problème se pose à ce niveau encore? J'ai dit sur une antenne, les femmes savent bien le faire. Si vous prenez de l'huile et que vous versez du vinaigre dedans, ça ne donne pas le même résultat quand vous prenez du vinaigre et vous mettez de l'huile dedans. Et pourtant, c'est des émulsions. Émulsion huile dans eau est différent d'émulsion eau dans huile. Oui, c'est tout simple, mais vous allez voir, il y en a où le vinaigre reste comme de l'eau qui refuse de se mélanger à l'huile, et de l'autre côté, vous avez quelque chose d'homogène. Donc, les médicaments, il y a des interactions chimiques. Vous prenez un produit X peut-être qui est basique, un produit Y qui est acide, vous allez à la neutralité, et puis on a peut-être un sel qui est là, qu'on ne peut même plus déplacer. Vous-même, au sein de l'université, est-ce qu'il n'y a pas une initiative à votre niveau pour sortir votre médicament en dehors de l'évaluation que vous faites pour l'appel d'offres qui a été constitué? Ou vous avez un médicament parmi le lot qui est sélectionné? C'est vrai qu'à l'université, on peut s'asseoir et puis mettre en place un médicament. Mais comme un appel a été déjà lancé à l'endroit des praticiens de la médecine traditionnelle et qu'ils ont amené leurs produits, qu'on est en train d'essayer, allons jusqu'au bout d'abord et puis on verra. Allons jusqu'au bout de cette démarche-là et après, on verra si il faut s'asseoir, mettre en place quelque chose ou pas. On ne va pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Nous cherchons déjà les moyens pour évaluer ces médicaments-là. Et après, on avisera. Professeur Salou, dans votre laboratoire, on a des choses sous la main. Quelque chose dans votre besace. On a des choses sous la main, mais pas pour indication de la Covid-19. On a d'autres choses pour nous qui sommes microbiologistes. On a des choses pour le traitement des infections microbiennes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, pour cet essai, on veut au moins 50 millions. Donc, le gros travail que nous avons à faire, c'est qu'après ces études préliminaires, il faut aller faire appel à des fonds compétitifs pour pouvoir aller à grande échelle, ainsi de suite. Et ça, aujourd'hui, je crois que l'université est dans cette dynamique sur la promotion du partenariat public-privé pour développer davantage. Je comprends ce que vous dites. Est-ce qu'on a des choses? Oui, on a des résultats, mais peut-être qui sont sortis de nos travaux de thèse, des encadrements qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le grand public puisse en bénéficier? Je crois que c'est l'autre étape. Alors, j'avais prévu à cette étape-là faire écouter le témoignage d'une personne guérie du coronavirus. Je ne sais pas si la réalisation est prête pour nous dérouler cet élément. En attendant, donc, on peut peut-être continuer notre discussion. Une personne guérie du coronavirus au Togo notamment, on peut continuer nos discussions. Professeur Bakoma, alors, quels sont vos pronostics, vous? Parce que vous avez suivi le processus depuis le début à ce jour. Qu'est-ce que votre petit doigt de pharmacien vous dit par rapport aux produits que vous êtes en train de manipuler? Petit doigt de pharmacien, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les moyens pour concrétiser, pour aller rapidement aux travaux et sortir des résultats. C'est ça. Nous visons les résultats. Qu'est-ce que les résultats vont nous dire? C'est à l'issue de ces résultats
qu'on pourra se prononcer. Oui, mais quand vous parlez de bonne voie, moi je parle du pronostic sur la fin. Est-ce que vous faites des projections vous-même? Je vous disais tout à l'heure que on a fait des essais in vitro. Oui, vous nous avez rappelé ces étapes-là. On a fait des essais in vivo. Oui. C'est bien. Mais ce qu'on obtient in vivo chez les animaux, c'est pas sûr qu'on obtienne la même chose chez les humains. Oui. Même au niveau des humains, il y a des... Comment l'appelle-t-on tous les humains ne se présentent pas de la même manière devant une molécule. Il y a des gens qui tolèrent bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tolérer. Donc, tant qu'on n'a pas les résultats, on ne peut rien pronostiquer. C'est à l'issue des résultats qu'on verra, qu'on peut conseiller les médicaments directement à la population, ou bien il va falloir d'autres études élargies pour conclure. Professeur Salou? Oui, notre voix intérieure qui nous parle, nous sommes optimistes quand même en disant de ce lot-là, nous avons bon espoir de pouvoir dégager quelque chose. Sinon, nous n'aurons pas commencé, nous ne serons pas là. Mais nous sommes en science, attendons de voir. Peut-être même que le produit des 3 ou 4 que nous voyons en mauvaise posture va être celui-là qui va se révéler être le meilleur. C'est pas long. D'ici maximum à un semestre, c'est déjà dans un trimestre, on pourra avoir les premières tendances. Donc, c'est un peu notre position. En attendant, il y a d'autres produits qui font leur preuve sur le terrain pour le traitement des malades du coronavirus au Togo. Nous avons rencontré au cours de la semaine une malade guérie du coronavirus qui a accepté témoigner dans le cadre donc, de cette émission. Nous suivons l'interview et nous revenons pour la fin de cette émission. Je suis revendeuse et j'ai voyagé entre-temps et au retour, j'ai été mis en quarantaine à l'hôtel Ibis. Et suite, pendant le séjour, j'ai été déclarée positif au Covid-19 et j'ai été envoyée pour suivre des soins afin de pouvoir regagner la famille. Donc, je dirais que personnellement, je n'ai pas ressenti des symptômes. J'étais tout à fait en bonne santé, mais le test a été déclaré positif. Donc, suite au traitement et aux 2 tests successifs qui ont été négatifs, donc on m'a libérée et j'ai enfin regagné la maison. Je dirais que le séjour a été paisible, mis à part le fait qu'il y avait du stress. Mis à part le fait qu'il y avait du stress, dû au fait qu'on était toujours enfermés. Mais à part ça, je dirais que tout s'est bien passé. Et par rapport à l'hébergement et la restauration aussi, on n'a pas manqué de nous apporter le soutien nécessaire. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé et on remercie Dieu. J'ai fait, je dirais, à peu près 4 semaines. J'ai fait 2 semaines avant d'être déclaré positif. Et 1 semaine après, j'ai eu à faire un premier test. En plus de 5 jours plus tard, j'ai eu à faire le second test qui était négatif. Non, depuis mon retour, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je me sens bien. Je ne ressens rien d'anormal, tout va bien. L'accueil a été chaleureux, d'autant plus que c'était quelque chose que tout le monde attendait impatiemment. Donc il n'y a pas eu de souci majeur par rapport à ça. Personnellement, je voudrais dire merci à l'État pour les dispositions sécuritaires et sanitaires qui ont été mises en place afin de limiter l'expansion de la maladie. Et je voudrais aussi jeter des fleurs aux infirmiers, aux médecins soignants qui n'ont pas ménagé d'efforts pour pouvoir nous soutenir durant notre séjour. Voilà, un témoignage recueilli, témoignage de personnes guéries du Covid-19.
Professeur Salou, vous avez un petit commentaire sur peut-être la difficulté de faire parler ces personnes. Nous savons que ça n'a pas été aisé. Pourquoi une maladie, on va dire entre guillemets banale, suscite tant de stigmatisation? Oui, la peur qu'il y a eu au départ a fait que tout le monde s'est recroquevillé sur lui-même. Et aujourd'hui, c'est la stigmatisation que nous craignons tous. Je crois que nous l'avons vécu aussi avec l'infection à VIH-Sida. Et c'est bien plus tard que les personnes ont commencé à témoigner à visage découvert. Moi, je voudrais déjà saluer cette dame, très courageuse, qui a accepté déjà même donner l'interview. Je crois que c'est progressivement. On a vu la semaine dernière d'ailleurs une dame qui a témoigné à visage découvert. Elle était sur ce plateau. Ce serait bien pour ceux qui ont encore le déni de la maladie. C'est important parce que cela est demandé aujourd'hui pour dire, si vous êtes sûr, il faut nous présenter les cas. Avec tout ce qu'il y a comme communication autour, certains de nos concitoyens pensent encore que c'est juste faire comme on dit, du buzz, c'est pour tromper. Et donc, je voudrais saluer toute l'équipe de New World TV qui s'investit pour que cette maladie-là rentre dans la conscience populaire afin que les mesures dictées par les gouvernants soient prises en compte. On va prendre quelques questions de nos téléspectateurs qui peuvent nous joindre à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. 90 88 10, 90 88 10. Alors bonsoir professeur, après l'utilisation des 50 doses de Covid Organics, quelles conclusions tirez-vous par rapport à son efficacité et comparaison avec l'hydroxychloroquine? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité ou je sais pas, les résultats issus de cette évaluation seront transmis à l'autorité qui a donné le médicament. Vous n'avez pas donné la réponse aux téléspectateurs. Il dit quoi? Non, moi je pourrais compléter. Oui. Nous demandait après l'utilisation des 50 doses de Covid Organisme, quelle conclusion tirez-vous par rapport à son efficacité? Oui, la conclusion sera adressée à l'autorité. Et c'est à l'autorité de voir ce qu'il fera de cette conclusion. Professeur Salou? Non, c'est de leur demander un peu de patience, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'être situés sur ce que le médicament fait au Togo. Et l'équipe de prise en charge qui a reçu les médicaments, qui les a administrés, est en train de faire son travail pour qu'un rapport complet soit transmis à l'autorité. Et c'est après ça, comme l'a dit le professeur Bakoma, tout le monde va être saisi. Alors, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas, on ne peut pas avoir une information infime sur... Non, si on devait avoir cette information, je voudrais même laisser l'opportunité à ceux qui sont chargés de la prise en charge, qui sont à Lomé commune, qui administrent les médicaments aux patients. Nous sommes derrière en tant que pharmaciens biologistes ou pharmaciens phytochimistes pour aider à soutenir tout ce travail. Nous l'avons dit ici sur ce plateau-là déjà, qu'en termes de composition triphytochimique, des travaux ont été menés. Nous sommes en train de préparer tout le résultat pour les adresser à qui de droit. Mais même, c'est une autre chose. Vous avez vu la phase des essais cliniques. Vous avez tout dit. C'est bon in vitro, c'est bon chez l'animal de laboratoire. Mais c'est celui qui soigne les patients qui vous dira qu'il y a le dernier mot. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour cet essai-là, si vous regardez bien, le principal investigateur, c'est le professeur Iou. C'est lui qui est le responsable de la prise en charge, sur le plan clinique en tout cas, des patients. Et même si l'université est promotrice, les investigateurs sont des cliniciens qui sont devant. Et il y a toute une équipe derrière pour les tests, pour appuyer. C'est la même chose pour Covid organique, donc moi je dirais un peu de patience. Pour revenir à la commission qui est en train d'élaborer justement une réponse thérapeutique dans le cadre du coronavirus, est-ce que vous travaillez sur d'autres éléments ou essentiellement pour le moment votre commission ne s'attaque qu'à l'évaluation de ces produits qui vous ont été soumis?
Non, il y a... Que faites-vous d'autre? Il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs choses que la commission essaie de faire. Il y a d'abord la sensibilisation. Sensibiliser la population sur les mesures barrières, sur l'existence effective de la maladie. Il y a aussi la fabrication des solutions hydroalcooliques, des masques, tout ça là, tout ce qui entre dans les mesures barrières. Il y a d'autres équipes, des équipes de sous-commission qui sont chargées d'évaluer l'impact socio-économique de cette pandémie sur la population, l'impact psychologique également. Et vient maintenant, après, la commission d'évaluation des médicaments qui peuvent aider dans la prise en charge de la maladie. Nous avons aussi la relation internationale, les relations communiquées avec les partenaires internationaux pour voir ce qui se fait dans les autres pays, avec les commissions sœurs, et partager les expériences pour améliorer ce qui se fait chez nous sur place. Donc voilà quelques éléments que je peux ajouter que la commission, même si je n'ai rien oublié. Professeur Salo? Non, je crois que l'essentiel a été présenté. Et parallèlement à cette commission, il y a eu même une commission contrôle qualité que l'université a mise en place pour pouvoir aider à la certification de tout ce qui est proposé en termes de moyens de prévention, ainsi de suite. 90, 57, 94, 90, 57, 94, à part les mesures barrières comme port de masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, n'y a-t-il pas d'autres mesures qui peuvent nous aider à être plus solides contre le Covid-19? Si oui, lesquelles, professeur Bakoum? Les mesures barrières précitées sont primordiales. Ça, c'est des mesures qu'il faut appliquer. Port de masque, lavage des mains, lavage régulier des mains, respecter la distanciation physique. Autre élément, peut-être, c'est l'attitude, des attitudes à adopter dans l'alimentation. Ne pas manger trop gras et manger. Il y a une brochure qui a été élaborée par cette commission en citant des aliments qui peuvent aider à stimuler le système immunitaire. Nous avons des épices comme le gingembre. Nous avons des légumes comme les feuilles de baobab, et des fruits comme le citron. Que puis-je encore? Il y en a d'autres qu'on peut ajouter. Le curcuma qui peut être utilisé aussi. Quoi encore? Je pense que la liste est non exhaustive. Vous avez parlé de consommer avec modération le gras. Pourquoi est-il important de ne pas consommer trop gras? Vous savez que dans cette maladie, au départ, on a dit que les personnes vulnérables sont souvent des obèses, des diabétiques, des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, alors que nous savons que le gras, l'apport du gras dans l'organisme est un facteur de risque de toutes ces pathologies que je viens de citer. Voilà, l'apport du gras. Quand on mange du gras, on est appelé à prendre du poids, on est appelé à avoir plus de chances de faire des maladies cardiovasculaires, plus de chances d'être diabétique, plus de chances d'être obèse. Alors que c'est des personnes qui portant ces pathologies-là qui sont les plus vulnérables par rapport à cette maladie, la Covid-19. Professeur Salo, est-ce que vous avez d'autres éléments pour compléter la question du téléspectateur? Une bonne hygiène de vie, voilà. Une alimentation saine pour faire face à toutes les maladies. Et puis après, l'état d'esprit.
Il faut être d'un bon état d'esprit. Cela aide beaucoup le système immunitaire. Si vous êtes en permanence stressé, le stress est facteur de consommation de beaucoup d'énergie, vous êtes fragilisé. Pour certains élèves qui sont en période d'examen, vous pouvez le voir actuellement, quand la période d'examen approche, il y a des boutons de fièvre qui apparaissent parce qu'on est dénutri ou malnutri. Tout cela peut être des facteurs favorisant le mauvais état de santé. Mauvais état d'esprit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire éviter d'avoir la peur ou éviter être optimiste? Avoir la culture de la pensée positive. C'est important. C'est important. C'est un médecin qui nous fait finalement de la psychologie. Hein? Mais aujourd'hui, c'est la prise en charge holistique du malade. Même il y a des hôpitaux aujourd'hui où vous avez un jardin avec des fleurs, le bon parfum qui est respiré, qui rassure, qui concourt à la meilleure santé. C'est surtout ça. Il faut faire du sport, il faut bien manger, manger à l'heure, ne pas dormir. Parce que même la quantité de sommeil qu'il faut est importante. Dormir trop tard, c'est des éléments qui ne nous aident pas à avoir. C'est pour ça que je parlais d'une bonne hygiène de vie. On va conclure cette émission avec la situation, l'état des lieux dans votre pays, le Togo, dont le nombre de cas ces dernières semaines s'est quelque peu stabilisé avant de remonter au niveau de la courbe. Vous, quelles sont vos prévisions pour le futur? Comment vous pensez le futur à votre niveau? Est-ce que très rapidement cette situation va être circonscrite ou nous rentrons dans une phase de pandémie à longue durée? Tout ce que moi je peux dire tout simplement par rapport à cette pandémie, c'est qu'elle a toujours déjoué tous les pronostics. Il n'y a pas eu de prévision exacte sur cette pandémie-là. Que ce soit les mathématiciens, les statisticiens qui ont fait des prévisions, tout a été déjoué. Certes, notre souhait, c'est que cette pandémie soit vite vaincue, qu'elle soit derrière nous le plus tôt possible. Et sur ce, nous appelons tous nos compatriotes, toute la population, à se dire que cette maladie ne passera pas par moi en respectant les mesures barrières, la distanciation physique, le lavage régulier des mains. Voilà, c'est ce que nous avons. Professeur Salou, qu'est-ce que les prochains jours réservent pour notre pays? Non, pour l'instant, il faut saluer l'effort consenti au niveau du pays, saluer les équipes de surveillance, parce que quand on regarde quand même le Togo, je crois qu'on s'en sort très bien. Mais en même temps, le Togo n'est pas isolé, nous ne vivons pas en autarcie. Et nous pensons qu'avec l'ouverture prochaine... Vous dites que le pays s'en sort très bien, mais ces derniers jours, il y a eu des... Oui, c'est parce qu'il y avait une cinquantaine de cas. Non, c'est parce qu'il y a eu des arrivées. C'est sur des vols, c'est des voyageurs. Les gens sont arrivés. Peut-être tous les détails, il y a eu des cas. Et donc, ça va évoluer un peu en dents de scie avec des relatives accalmies. C'est pour cela que le respect des mesures barrières, comme dit par mon collègue de mise, et dans les contrées reculées, dans nos villages, il faut qu'on arrive à partir de Lomé à sensibiliser davantage, surtout pour la forme du pays, avec les villes et villages limitrophes, sur les mesures à adopter pour freiner la transmission du virus. Sinon, de temps à autre, on va avoir quelques flambées, mais il faut qu'on soit préparé à vite les circonscrire, surtout, et qu'on ait une bonne façon de gérer les voyageurs, fussent-ils des voyageurs qui arrivent par voie terrestre, parce que les frontières sont officiellement fermées, mais nous connaissons la réalité. Les gens rentrent, qui viennent même des pays d'intervalle, au moins 1 ou 2 pays du Togo, mais qui rentrent quand même. Toutes ces personnes-là, il faut pouvoir les identifier pour assurer une bonne prise en charge. Dépister pour éviter, on les suit, la mise en quarantaine. Vous avez j'ai vu un papier qui a circulé pour pouvoir identifier toutes ces personnes-là. Mais le travail au quotidien pour nous, c'est de ne pas se dire que c'est fini et rompre avec tout ce qui a été proposé. Parce qu'on a comme l'impression qu'avec la lassitude, tout le monde commence à être fatigué et on commence à tout délaisser.
et cela peut jouer de sales tours. Mais sur le plan mondial, par exemple, le nombre de contaminations a dépassé les 10 millions. Hein. Ça veut dire que... Est-ce qu'on peut arrêter encore cette fois? Et c'est un virus qui a une grande capacité de transmission. Et c'est vrai que tous dans le coin de l'œil, pour le microbiologiste que je suis, c'est rapidement qu'on ait un vaccin. C'est quand on aura le vaccin qu'on aura la paix. Et parce que c'est une forme de grippe banale. Fort heureusement, au Togo, on a quand même la chance. On s'en sort. Je reviendrai aux en sort avec les asymptomatiques. Vous avez vu cette dame-là qui a dit « je n'ai rien eu ». C'est seulement le dépistage qui a démontré, et ça c'est parce qu'on a fait des investigations, certainement elle a été contact d'un cas dépisté positif, et elle a été suivie pour qu'on puisse l'identifier. Donc, pour l'instant, comme l'a dit le professeur Bakoma, ce virus n'aime pas les défis. Tous ceux qui ont essayé de le défier ont été mis à rude épreuve. Aujourd'hui, on voit un peu l'Amérique latine, l'Amérique centrale, le Mexique. Ce matin, j'ai écouté en 5e position. Même les États-Unis. Non, là, on n'en parle plus. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ces régions sont tant touchées alors qu'elles ont vu venir la maladie quand même? Elles ont vu venir la maladie. Peut-être n'ont pas pris les dispositions comme nous les avons prises. Et puis, le temps nous dira. Par un moment, on a pensé, mais il faut l'expliquer, c'est pas scientifique, en disant peut-être l'Africain était beaucoup plus exposé aux pathogènes, qui a fait que, si on parle scientifique de façon polyclonale, nos anticorps, et tout ça, ce n'est que des supputations au niveau de l'esprit. Nous pensons que c'est le fait d'avoir vite pris des mesures qui a coupé l'histoire naturelle de la maladie à notre niveau. Oui, je pense que c'est parce que nous avons effectivement vite pris la mesure de la chose. Contrairement à ces pays-là, nous avons le Mexique, le Brésil et la Suède, par exemple, qui au début se disaient non, ils ne vont pas confiner leur population, qu'il y aura une immunité collective. Oui, la Suède avait été félicitée à plusieurs reprises. Mais après, ça a commencé par flamber là-bas. Voilà. Donc, disons que c'est une maladie qui n'aime pas les défis. Apparemment, qui n'aime pas les défis. Donc, tous ceux qui ont pris les mesures, comme nous les Africains, on a pris les mesures très tôt. On a fermé toutes les frontières, on a confiné, on a fermé les écoles. Tout ce qui a fait que, je pense, à mon avis, que la maladie n'a pas beaucoup progressé, à côté même de nous-mêmes, l'immunité de nous les Africains qui sont toujours... C'est une immunité qui est toujours agressée. Nous sommes des organismes toujours agressés, exposés tout le temps à des pathogènes. Donc c'est peut-être que ça peut aussi expliquer. Mais quand même, les mesures prises très tôt sont des éléments à prendre en compte par rapport à ce qui s'est passé. Le danger, facteur de relâchement, c'est peut-être aussi le fait que la maladie revienne dans certains pays qui croyaient l'avoir vaincu. La Chine, par exemple, voilà, la pandémie est en train de revenir. Donc, effectivement, les mesures... Donc, ce qui peut expliquer le fait que les mesures prises très tôt soient un élément qui peut retarder... Et qu'il faut maintenir. Qu'il faut maintenir, d'ailleurs, pour réduire les contaminations et réduire l'évolution. Dans ce contexte, faut-il rouvrir les frontières? Quand on sait, en ce qui concerne votre pays, le Togo, par exemple, à gauche et à droite, la situation... Il va falloir ouvrir... Même au Bénin, la situation est en train de flamber. Oui, il va falloir ouvrir les frontières parce qu'il faut que nous vivions, il faut que les choses continuent. Mais est-ce que l'ouverture des frontières là ne va pas faire que la situation va être hors contrôle? Non, justement, il faut s'arranger pour ne pas qu'elle soit hors contrôle. Je vous ai dit, il y aura certainement quelques pics, ça et là, qu'on devra pouvoir circonscrire. Surtout que dans la manifestation clinique, vous avez plusieurs groupes. Mais il me semble que dans notre contexte, les plus nombreux, c'est les asymptomatiques et les cas mineurs. Mais si nous mettons en pratique les mesures barrières, effectivement, je voudrais vous inviter le week-end à retourner un peu dans nos villages. Moi, hier, je suis allé à peut-être 160 km de Lomé, mais m'éloignant de Lomé, j'ai vu un peu dans les villages aux abords la voie principale. Bon, c'est des choses qui nous font douter. Tu te demandes, mais est-ce que nous sommes dans le même pays?
D'accord. Nous allons conclure cette émission avec votre thématique. Un dernier mot, peut-être à l'endroit des pouvoirs publics, des populations par rapport à la recherche thérapeutique que vous êtes en train de mener pour trouver un phytomédicament contre le coronavirus. Vous avez la parole maintenant. Professeur Bakoma. Oui, nous avons fait un chemin et nous sommes à un niveau où nous avons besoin de quelques moyens pour poursuivre ce chemin-là et avoir des résultats concrets. Appelez un chat, vous avez besoin de 50 millions minimum. Bon, oui, minimum pour commencer. Juste pour commencer. Il faut quand même penser à une centaine de millions pour pouvoir avoir des... Donc nous appelons les uns et les autres, les partenaires, toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à continuer les essais pour pouvoir à l'avenir sortir un médicament si possible. Professeur Salou. Oui, mot de fin, c'est de saluer déjà les autorités universitaires pour avoir pensé à mettre en place cette commission, Comul 19, mais en même temps solliciter les uns et les autres, tout Togolais, où qu'ils soient, et des partenaires, pour transformer notre rêve en réalité, qui est celui aussi d'avoir une solution togolaise dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons bon espoir, nous sommes enthousiastes, nous sommes motivés. Nous avons besoin de l'élément clé, le nerf de la guerre. Et il faut qu'on nous fasse confiance pour que partout où l'on peut, que l'argent soit mis à disposition pour que nous puissions conduire cet essai clinique-là. Merci. On va se quitter sur cet appel à contribution pour l'aboutissement de votre projet de mettre sur le point un phytomédicament contre la maladie à coronavirus. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. À très bientôt.